Les images de cette semaine parlent d'elles-mêmes. Un joyau architectural inauguré, des avions qui ramènent les pèlerins du Hajj, l'excellence en milieu jeune célébrée pour la deuxième année consécutive et des chantiers, trop de chantiers figés dans le temps. Bonsoir et bienvenue dans ce 5e numéro d'Écho du Palais Toumaï. Commençons par l'essentiel. L'agenda du chef de l'État cette semaine a été marqué par l'inauguration officielle du siège du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Notre audité nous résume les temps forts de cette cérémonie. En bâtisseur infatigable, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, conçoit pour son peuple projet sur projet. Il boucle un chantier et en ouvre un autre consacrant l'image d'un Tchad en pleine construction. L'inauguration c'est vendredi 5 juin 2026 du bijou architectural qui abritera désormais le siège du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale s'inscrit en droite ligne du chantier 8, Action 65 du programme politique du président de la République. Le nouveau complexe qui domine le quartier Ndjari dans le 8e arrondissement de la cité capitale est bâti sur une superficie de 35 123 mètres carrés. Il comporte 10 étages, 530 bureaux, 17 salles de réunion, une salle de conférence de 500 places ainsi qu'un restaurant administratif de 220 places. Pour y accéder, 13 ascenseurs et 7 escaliers sont disponibles. Le coût global de construction et d'équipement est de 74 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État tchadien. Ces joyaux, dont l'objectif ultime est de doter le fonctionnaire d'un cadre décent de travail pour un rendement optimal, est baptisé séance tenante par le chef de l'État, Hôtel d'Ndjari. Sur le plan sportif, les SAO U18 ont mis du baume au cœur de leurs compatriotes en se qualifiant en terre équato-guinéenne à la finale des éliminatoires de la zone 4 de l'Afro-Basket en battant le Gabon, un vivier du basketball africain. Quelques instants après ce sacre historique, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a réagi sur sa page Facebook, je cite, « Vive félicitations à nos valeureux SAO U18 de basketball pour cette qualification historique à la CAN, couronnant leur magnifique victoire en finale face au Gabon. Par leur courage, leur discipline et leur esprit de combativité, ils ont fait honneur à la nation tout entière et portent au plus haut les couleurs du Tchad. » Cette performance éclatante confirme le potentiel immense de notre jeunesse lorsque le travail, l'encadrement et la détermination sont réunis. Le peuple tchadien est profondément fier de vous. Continuez à rêver grand et à écrire les plus belles pages de l'histoire de notre sport. Fin de citation. Les SAO U18 sont attendus du 3 au 16 août 2026 sur les bords de la lagune Ebroué à Abidjan en Côte d'Ivoire pour disputer les phases finales de l'Afro-Basket. Bonne chance aux SAO version basketball. Modernisation de l'administration publique et montée en puissance du basketball tchadien, le Tchad avance, enjambé après enjambé sous la houlette du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. De l'action présidentielle aux attentes spirituelles, des milliers de Tchadiens viennent de boucler le pèlerinage au lieu saint de l'islam, une édition particulière placée sous les signes des réformes voulues par le chef de l'État. Nous recevons à ce sujet le président de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage ORGEP, le général Idriss Dokoni Adiker, nous livre un bilan à chaud depuis la Mecque et c'est dans la rubrique Regard d'expert. On est en train de réfléchir sur quel modèle devrait-on aller. Parce que nous avons déjà en 2025
proposer quelques modèles, c'est-à-dire essayer d'aller progressivement vers la privatisation. Et nous sommes encore ouverts sur cet aspect. Et je pense qu'une fois qu'on serait répartis, nous allons essayer de réfléchir avec tous les membres de l'organe de gestion, essayer de voir quelle serait la meilleure option d'aller tôt ou tard vers la privatisation, parce que c'est vrai que privatiser à 100% poserait énormément de problèmes, parce que le modèle tchadien il est un peu spécifique, parce qu'il va falloir drainer assez de moyens importants pour la réservation, surtout des campements à Mina, par exemple. Il va falloir mobiliser des fonds dès la fin du mois de juin pour essayer de réserver déjà des places à Mina. Et ça a toujours été un défi. Et malheureusement, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de dire que nous pourrions tout de suite solutionner ces problèmes pour la simple raison qu'on n'a pas une visibilité quelconque. Maintenant, l'autre difficulté, c'est toujours les machaïrs, c'est-à-dire les bus de transport au niveau du machaïr. Nous sommes toujours restés dans ce contexte où il faut prendre le aller-retour. Les 7000 pèlerins, vous êtes censés louer 168 bus. Mais nous sommes obligés de louer la moitié parce qu'on ne veut pas faire payer plus les pèlerins. C'est difficile qu'un bus puisse faire un aller-retour à moins de pratiquement c'est 2-3 heures avant que le bus ne revienne. C'est pour cette raison que cette année, 2027, il va falloir réfléchir autrement. C'est-à-dire vouloir prendre carrément des bus pour qu'une bonne fois pour toutes les pèlerins soient transportés, acheminés une bonne fois pour toutes. Nous avons mis en place un système où tout pèlerin, avant de venir en Arabie Saoudite, sait déjà quand est-ce qu'il voyage et quand est-ce qu'il revient. C'est-à-dire nous avons déjà partagé le document. 48 heures avant, nous avons déjà la liste de vols et nous sommes déjà au 8e vol. C'est-à-dire que nos services travaillent déjà, depuis qu'on est à Mina, ont mis en place un travail de veille pour essayer de travailler avec les chefs de vol. Et ce qui est bien, c'est que nous gardons les mêmes manifestes. Les gens de premier vol savent déjà quand est-ce qu'ils repartent, et y compris jusqu'au 21e vol. Nos coûts sont affichés de manière très claire, parce que chaque rial dépensé, le pèlerin le sait. Par exemple, l'hôtel où nous sommes là en ce moment, l'hôtel coûte 4600 rials. On ne cache pas, ce n'est pas opaque. La preuve, c'est que nous sommes le seul pays aujourd'hui qui n'a pas augmenté le coût du Hajj en 2 saisons. En 2025, nous avons gardé les 3 62 000 et en 2026, nous avons gardé les mêmes coûts. La réussite du pèlerinage ne compte pas seulement à l'ORGEP. Il y a 3 acteurs principaux. Vous avez d'abord le pèlerin lui-même, parce que quand le pèlerin décide d'aller en pèlerinage, il y a un comportement. Et il doit, comme je l'ai dit, comme il va en communion chez Dieu, il y a un comportement que le pèlerin doit tout de suite l'adopter. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est les agences de voyage. Le pèlerin part d'abord s'inscrire auprès des agences de voyage à qui nous donnons des quotas. Et ces agences de voyage sont censées donner toutes les informations nécessaires quant à ce voyage qui est spirituel. Et nous, maintenant, nous faisons le produit fini, c'est-à-dire on prend en compte maintenant, une fois que les pèlerins sont inscrits chez nous, nous avons la lourde responsabilité de faire leur visa et de les prendre en charge du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils repartent. Mais malheureusement, on se rend compte que les 2 parties qui sont le pèlerin lui-même et les agences de voyage ne jouent pas le rôle. Ce qui fait que quand il y a un petit dysfonctionnement, les gens pensent tout de suite que c'est l'ORGEP qui ne joue pas son rôle. Gérer 7000 personnes, c'est pas une chose très facile, mais nous ne nous plaignons pas et nous assumons cette responsabilité avec beaucoup de plaisir et nous allons tout faire pour que d'année en année, les choses s'améliorent. De l'accomplissement du devoir religieux, parlons maintenant de la valorisation des talents d'ici. La 2e édition du prix d'excellence nationale de la jeunesse vient d'être lancée à N'Djamena, un chantier présidentiel et une ambition affichée que chaque jeune Tchadien, où qu'il soit, puisse faire découvrir son génie créateur. Suivez.
Mercredi 10 décembre 2025, salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Ce jour-là, des jeunes que personne n'attendait sont montés sur le podium. Des autodidactes, des élèves, des innovants, des artisans, des scientifiques, des sportifs. Et sous les projecteurs, une conviction s'est imposée. Le génie tchadien existe et il ne demande qu'à être identifié, récompensé, reconnu et accompagné. Il s'appelle Issakha Habib Abras, Idriss Mohamed Al-Habib, Kazimir Betel, Mohamed Abakar, Moussa Mustafa et Trésor Ndon Djimadoum. Ils ont des histoires différentes, des parcours singuliers, mais un point commun, un talent qui dormait dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière du prix d'excellence nationale de la jeunesse le révèle. Un an plus tard, même ferveur et une ambition décuplée, ce vendredi 29 mai 2026, à l'École nationale d'administration, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, par ailleurs président du Haut Comité du prix de l'excellence nationale jeunesse, Moustapha Mohamed Masri, a procédé au lancement officiel de la deuxième édition. Mais derrière la cérémonie, il y a une vision, celle du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui place la jeunesse au cœur du chantier numéro 4 de son programme politique. Un chantier qui ne se limite pas au discours, un chantier qui s'incarne. La conviction du maréchal, du chef de l'État, puisque c'est lui qui l'a institué, c'était véritablement pour consacrer justement cette force vive-là dans la transformation nationale. On l'a toujours dit, la jeunesse, la force vive, mais il faut qu'on les vive effectivement. Il faut qu'on valorise donc cette jeunesse-là. Le PNJ est la traduction concrète de cette philosophie, non pas une fête, non pas une compétition éphémère, mais un processus, un outil d'accompagnement, un dispositif pensé pour que le talent, où qu'il se trouve en milieu jeune au Tchad, ne reste plus invisible. Le conseiller au développement rural du chef de l'État, Haroun Moussa, par ailleurs membre du comité technique du PNJ, insiste sur cette ambition présidentielle. À travers cette vision qu'il a dû penser à instituer ce qu'on a appelé prix, mais en réalité ça permettrait donc d'identifier vraiment des talents, de les récompenser, mais pas récompense simplement parce que le gars aurait bien fait ou mal fait, mais une reconnaissance finalement. Pour cette deuxième édition, le PNJ se déploie en se reposant sur un maillage territorial qui couvre l'ensemble des 23 provinces. L'objectif est qu'aucun jeune, qu'il soit dans un chef-lieu de province ou dans un village reculé, ne soit privé de cette chance. La première édition a révélé des talents, la deuxième édition va encore plus loin. Après évaluation, après écoute des partenaires et des acteurs du terrain, des ajustements ont été opérés. De nouvelles catégories stratégiques viennent enrichir le dispositif. À chaque situation, on essaie de tirer les enseignements et à la limite, on ajuste. Et dans cet ajustement, il est apparu nécessaire d'intégrer un certain nombre de domaines, des domaines vraiment stratégiques, ambitieux. Entre autres, par exemple, le domaine d'agrobusiness. Agrobusiness, là, franchement, c'était pertinent de le placer à ce niveau parce que la question de sécurité alimentaire, ça ne peut que passer par l'augmentation de la production. Et pour augmenter la production, il faut des innovations. Il y a des domaines comme environnement-climat. De toute façon, l'environnement c'est transversal, vous le savez. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaie de déployer une intelligence nécessaire pour dire en termes de production comment est-ce qu'on peut s'adapter avec le nouveau contexte marqué par les changements climatiques, les effets du changement climatique. Les femmes d'impact, là aussi, comme vous le savez, la population elle est dominante féminine. Dans les statistiques, on montre toujours autour de plus de 50% de femmes. Mais ces femmes-là, au-delà de celles rurales déjà qui apportent, dans le milieu urbain, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elles arrivent à créer. Ce qu'elles arrivent à créer, et il faut le montrer.
Autre innovation majeure, la prise en compte des personnes vivant avec handicap. Une catégorie persévérance a été créée pour récompenser leurs efforts. Elle vient s'ajouter aux 6 catégories initiales. Une avancée majeure, une reconnaissance officielle des talents longtemps restés dans l'ombre, se félicite Galmaï Moussa, président du réseau des personnes handicapées du Tchad, REPAD. Nous saluons l'intégration d'une catégorie dédiée aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la 2e édition du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Il y a des jeunes en situation de handicap qui ont des compétences, des talents, mais c'est toujours resté cassé. Cette opportunité va donner aux jeunes en situation de handicap de montrer leurs talents, leurs compétences pour que la société puisse en découvrir. Cela explique d'abord l'inclusion. Parce que l'inclusion que nous cherchons tant dans tous les domaines, et nous, en tant que personnes en situation de handicap, nous allons essayer de faire de notre mieux. C'est des défis, il faut relever ces défis-là. Mais un prix qui récompense l'excellence ne vaut que par la crédibilité de son processus. Ici, toutes les garanties sont données pour assurer l'impartialité. Les plus hautes autorités tiennent et veillent à l'intégrité du dispositif, laisse entendre le conseiller Haroun Moussa. De le rassurer parce qu'on en a vu dans d'autres situations, quand c'est un appel à candidature, quand c'est ouvert, on a des pessimistes. Mais des pessimistes qui se fondent sur une perception pour dire oui, les choses sont déjà scellées, on connaît ceux qui vont avoir oui. Non, ça c'est de trop. Ils risquent de perdre. Toutes les garanties sont là. Les candidatures sont ouvertes, accessibles en ligne, mais aussi hors ligne pour les zones non connectées. Un dispositif de proximité logé au sein des académies, des antennes provinciales de l'ONAMA et des représentations du CNJT accompagne les jeunes dans leur démarche. Aucune excuse donc pour ne pas tenter sa chance. Le prix d'excellence nationale de la jeunesse, c'est aussi et peut-être surtout la reconnaissance que la jeunesse tchadienne n'est pas un problème à gérer, mais une force à libérer. C'est aussi un engagement des jeunes à oser et engagement de l'État à les accompagner. La semaine prochaine, dans la même rubrique, nous retrouverons quelques lauréats de la première édition pour savoir ce qu'ils sont devenus et pour mesurer l'impact de ces prix sur leur vie respective. Parlons maintenant des maisons à construire. Le logement, justement, est devenu un casse-tête pour des milliers de familles. Les matériaux de construction flambent. Pourquoi cette hausse? Qui en profite? Que faire? Angal Toklok a fait le constat à N'Djamena. C'est dans la rubrique L'œil de l'équipe. Ils devaient en principe devenir des maisons habitables. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des chantiers à l'arrêt. Des briques empilées au gré de la poussière, des fers à béton rongés par le temps, des murs dressés à moitié puis abandonnés. À N'Djamena, ces images sont devenues familières. Derrière chaque chantier interrompu se cache souvent une même réalité, l'augmentation des prix des matériaux de construction. Pour de nombreuses familles, construire sa maison représente le projet de toute une vie. Des années d'économie, de sacrifices et d'espoir investis dans quelques mètres carrés de terrain. Mais lorsque le coût du ciment, du fer à béton, des tôles ou encore du bois augmente, les calculs ne tiennent plus. Elles sont faussées et deviennent chimères. Construire au Tchad coûte aujourd'hui beaucoup plus cher qu'auparavant et chaque nouvel achat de matériaux représente une dépense supplémentaire difficile à supporter. Il y a cela 2 à 3 mois. Nous, on paye les ciments dans le côté 42 là. On paye à 8250, 8300 francs. Maintenant, brusquement, on nous vend à 11 000. De font 11 250 francs. Les ciments, parfois, avant on payait ça à 8 000 francs ou bien à 7 850. C'était comme ça, mais maintenant, brusquement, on paye les ciments à 10 250 francs. Les chevrons, les lambours et puis les planches sont augmentées aussi. Donc nous ne savons pas pourquoi cette augmentation. De nombreux porteurs de projets se retrouvent confrontés à la même difficulté.
Dans les quincailleries et les dépôts de matériaux, le constat est également visible. Les clients arrivent avec leur liste, consultent les prix, font leurs calculs, comparent, hésitent, puis repartent souvent avec des quantités réduites. Quand tu fais un devis, tu remets d'abord, après arriver sur le terrain, le prix a augmenté. Donc avec les clients, on a toujours des problèmes. Donc on ne se comprend pas. Il faut que l'État essaye de voir ça parce que nous, les ouvriers, on est en train de souffrir. Face à cette situation, certains ménages réajustent leurs dépenses, réduisent leurs ambitions. D'autres choisissent de construire progressivement au rythme de leurs moyens. Beaucoup sont contraints de ralentir ou de suspendre leurs travaux. Vous voyez, maintenant on va arrêter parce que le prix là, ça nous dépasse. Même le patron vient de m'appeler que c'est trop, donc j'ai fini avec la fondation, on peut arrêter. Regardez les chantiers inachevés partout, il y en a partout. Non? Mais vous voyez la maison là, c'est construit depuis, mais il n'y a pas encore l'autre là. Crépissage et finition, il n'y a pas. Ça veut dire que les matériaux, c'est trop augmenté. Ça joue à ça. Les conséquences sont visibles dans le paysage urbain. Des fondations sans suite, des bâtiments inachevés, des parcelles où le silence a remplacé le bruit des marteaux, des bétonnières et des ouvriers. Autrefois animés par une intense activité, certains chantiers sont aujourd'hui figés dans le temps. Aujourd'hui, de nombreux chantiers sont en arrêt en raison de la hausse des prix des matériaux de construction. Il serait souhaitable que des mesures soient prises pour revoir ces prix afin de permettre la reprise des travaux. Au-delà de la hausse générale observée sur le marché, une autre interrogation revient régulièrement dans les témoignages recueillis sur le terrain. Si l'évolution des prix des matériaux importés peut être associée à plusieurs facteurs, certains usagers peinent à comprendre celle de produits disponibles localement. Le ciment produit en N'Djamena, le sable extrait localement, ainsi que les graviers sont notamment cités parmi les matériaux dont les prix ont également augmenté. Une situation qui nourrit les inquiétudes des ménages engagés dans des projets de construction. Avant, le rempli, on achète à 35 000 jusqu'à 40 000. Aujourd'hui, 55 000. Les remplis, est-ce qu'on les paye? On ne les paye pas, on va les prendre seulement comme ça. De 35 000 francs, il vient à 55 000 francs. La différence de 20 000, ce n'est pas trop. Donc, les sables, avant, on achète à 65 000, 70 000. Aujourd'hui, à déjà presque 90 à 100 000 francs. Si on les demande, ils disent que vraiment, gasoil, etc. Toujours la tâche, ça vient vers le côté État. On ne comprend pas. Et le ciment, c'est pour notre pays ici, c'est Tchad. On les fabrique aussi au Tchad. L'usine, c'est à côté de la Madji. Et comment une sac, on augmente jusqu'à 3 000 francs là? C'est pas trop? Si vraiment non commerçant qui fait ça, c'est pas sérieux. Mais s'il y a quelque chose par l'État aussi, l'État n'a qu'à nous régler ces problèmes-là, c'est pas normal. On demande à ce que le gouvernement mette en place une commission de suivi. Par exemple, pour le ciment, le ministère du Commerce a fixé un prix, mais il n'y avait pas le suivi. On demande à ce qu'il y aura un suivi. Puisque le gouvernement ne peut pas construire les routes, investir, et que les populations n'investissent pas sur les bâtiments. Il n'y aura pas un développement. Derrière ces chantiers à l'arrêt, c'est toute la question de l'accès au logement qui se pose. Pourquoi les prix continuent-ils de grimper? À qui profite cette flambée des prix? Où en sommes-nous avec la défiscalisation des prix de matériaux de construction? Dans le second volet de notre reportage, nous tenterons de comprendre les causes de cette hausse des prix et les pistes à envisager pour soulager les acteurs du secteur de la construction. Et parce que le constat seul ne suffit pas, nos équipes sont allées plus loin en donnant la parole aux citoyens, leurs témoignages dans la rubrique Élan. Au niveau de la quincaillerie, les matériaux sont vraiment chers. Et souvent, nous entendons à la radio, à la télé, qu'il y a une subvention sur certaines choses et nous ne savons pas pourquoi ce prix est en train de flamber à tout moment. Telles que les planches, nous avons des amis qui quittent le Cameroun. Au niveau du Cameroun, c'est moins cher, mais arrivé ici, ça monte jusqu'à 4 000 francs, les lambours.
y compris les planches, les chevrons, les fers, n'en parlons pas. Le fer, vraiment, pour un pauvre ou quelqu'un qui se débrouille, qui veut construire une chambre, il le faut au moins 2,5 millions. Pour une chambre, vraiment c'est déplorable pour le Tchad. Nous savons bien que le gouvernement se soucie de sa population, mais ce qui cause ces systèmes qui prélèvent, qui réajoutent des situations sur ces populations, je pense qu'il faut voir la base. C'est les commerçants à leur niveau, je ne sais pas. Et là, le gouvernement doit être debout, doit mettre des commissions de contrôle et de suivi pour permettre à ces commerçants-là d'aller dans le sens que chacun peut se développer. Les prix sont exorbitants, la hausse. On a beau poser la question, ils disent non, ce sont les taxes qui font la hausse des prix des articles. Et nous n'avons pas le choix. On cherche donc la qualité, on est censé de payer, mais on endosse toutes les charges. Au moins, si le gouvernement pouvait faire quelque chose à l'endroit de ces paisibles citoyens. Lentement mais sûrement, le Tchad change de visage. Sous l'impulsion du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, les réformes s'enchaînent, les institutions se renforcent, les jeunes prennent leur place. Ce n'est pas une transformation brutale, c'est une refondation patiente, méthodique, résolue. Chaque semaine, nous envoyons les signes. Chaque semaine, nous le racontons ici dans Écho du Palais Toumaï. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À la semaine prochaine.